Aujourd'hui, je vais vous parler mon, euh, d'un article que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça. C'est mon premier article. Ça porte dans le fond sur le fait de l'idée de repenser les loisirs en prison pour femmes. En fait, je voulais venir ce soir vous parler de ma recherche parce que je mets beaucoup d'efforts de diffusion dans ma recherche, plus comme sur Twitter, puis at large, entre guillemets, mais je reviens rarement parler à mes collègues à l'école de criminologie. Puis c'est quelque chose que moi j'aurais aimé quand j'étais plus au début de mes études, savoir un peu qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je suis là ce soir. Euh, Mon article, dans le fond, ça c'est le nom si vous voulez le trouver, mais là, je vais tout vous dire, fait que vous n'avez pas besoin de le lire. En fait, c'est un article conceptuel. Ça veut dire que c'est comme une recension des écrits qui portent sur le sujet, mais j'avance un argument à partir de ce qu'on sait déjà sur les loisirs en prison pour femmes. Puis c'est dans une revue dont le public, c'est surtout des gens en études de loisirs. Fait que c'est vraiment interdisciplinaire comme, comme article. Puis la littérature que j'utilise vient de comme disciplines variées. Fait que je vais essayer de garder ça le plus clair possible pour tout le monde. En fait, ça part d'une idée qu'on a quand même souvent dans la vie, que les loisirs, c'est quelque chose qui favorise le bien-être. Ça, c'est tant notre discours dans le sens commun, là, comme qu'on a monsieur, madame, tout le monde, mais aussi l'idée qu'il y a dans la littérature scientifique qui porte surtout sur les loisirs. Donc, à partir de ça, on pourrait se dire que les loisirs en prison, ça aussi, ça favorise le bien-être. Bon, mon chat crie, là, j'espère que vous ne l'entendez pas. Euh, on pourrait se dire donc que les loisirs en prison, ça aussi, ça favorise le bien-être, logiquement. Mais moi, je prends une approche un peu différente. Je postule en fait que les loisirs en prison, il faut les comprendre à partir de l'environnement dans lequel ils se situent. Donc, à partir du contexte de la prison et spécifiquement des missions que la prison a, de ses objectifs qu'elle a, la prison. Donc, mon raisonnement là-dedans, c'est de se dire que la prison, c'est un environnement relativement clos. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas la sociologie de la prison pour comprendre la sociologie des loisirs? Donc, pour faire ça, euh, j'essaie en premier lieu d'avoir un peu une idée de c'est quoi les loisirs en général et en prison pour un peu mettre la table pour mon argument. Donc, dans la littérature, on voit qu'il y a l'idée que les loisirs, c'est quelque chose de positif qui favorise la récréation, donc se ressourcer, par exemple, puis juste comme avoir un sentiment de bien-être, des choses positives. Donc, il y a aussi l'idée que certains loisirs peuvent être négatifs et reproduire du contrôle social. Donc, s'inscrire un peu en continuité avec des structures oppressives, par exemple. Moi, ce que je dis, c'est que oui, OK, il y a ça, puis peut-être que ça se trouve en prison aussi, mais il y a aussi un méchant écart entre des loisirs positifs et des loisirs négatifs, puis il y a peut-être comme un espace un peu au milieu où il y a des choses plutôt banales, comme des loisirs qui, dans certains contextes, peuvent faire du bien, puis dans d'autres, être négatifs, par exemple. Si on pense à fumer, par exemple, ça peut avoir des apports super positifs pour quelqu'un, par exemple, socialiser avec d'autres fumeurs, mais en même temps, ça peut avoir des effets de santé négatifs. Fait que moi, ce que j'avance, c'est qu'il faut commencer par voir les loisirs comme quelque chose de... c'est pas comme noir ou blanc. Il y a beaucoup d'espace gris au milieu. Euh, Puis, dans le fond, c'est de ne pas exagérer. À partir de tout ça, sachant qu'il y a beaucoup de jeux pour qu'est-ce qui compte comme loisir ou non, euh, c'est de là, j'avance qu'on peut délimiter différents types de loisirs. Donc, des loisirs, par exemple, physiques comme du sport, de l'entraînement, des loisirs artistiques, des loisirs spirituels ou culturels, des loisirs relationnels, puis des programmes. Par exemple, des programmes éducatifs ou du travail en prison. Il y a
certaines autrices qui ont trouvé que les femmes en prison considéraient que tout ce qui est éducation, travail, ça fait partie des loisirs. Il y a ça, puis il y a aussi en prison, la plupart des loisirs se déroulent en groupe. Donc ça, c'est à garder en tête. Donc, sachant tout ça, puis avec cette idée très large des loisirs en prison, ça permet un peu de retrouver les grandes tendances dans les loisirs au lieu de s'attarder à plein de sortes différentes. Par exemple, la plupart de la littérature, c'est, mettons, sur juste le sport en prison ou juste les arts en prison. Nous, en ayant déjà cette vision plus globale, ça permet de faire des liens entre les loisirs en prison puis les missions de la prison. Fait que dans cette section-ci, je pose plutôt la base comme théorique. Donc, les missions de la prison, il y en a deux grandes. Donc, la coercivité et la normativité. La coercivité, dans le fond, c'est l'idée de punir, de maintenir l'ordre en contrôlant les personnes qui sont détenues, en ayant un système de privilèges. La normativité, c'est l'idée de transmettre des normes sociales à travers des programmes en particulier, puis en ayant des conditions de détention un peu plus humaines. Fait que ça, c'est comme deux grandes missions qu'on pourrait dire historiques là, de la prison. Puis, mais dans le fond, tout ça, c'est... excusez, je recommence ma phrase. Comment ça se manifeste, dans le fond, la coercivité? C'est, comme je l'ai dit, punitivité-contrôle. Puis, pour la normativité, c'est surtout l'idée de réhabiliter les gens qui sont en prison ou favoriser la réinsertion sociale. Puis maintenant, avec le modèle de justice actuarielle qu'on trouve, comme le modèle risque, besoin, réceptivité, puis tout, dans le fond, l'utilisation de... On est pas mal toutes dans la salle, je pense, des gens qui ont fait leur ou qui font leur bac en criminaux. Les outils d'évaluation du risque de récidive, dans le fond, ça rentre dans cette idée de justice actuarielle. Puis ça, selon divers sociologues de la prison, c'est une façon de contrôler des populations spécifiques en ayant un objectif de réinsertion sociale. Fait que c'est un peu à cheval sur les deux missions, coercitivité, normativité. Fait que c'est quoi le rapport entre les loisirs puis ces missions-là? Dans le fond, on peut voir les loisirs comme augmentant ou réduisant les degrés de coercitivité puis de normativité. Donc, les loisirs, surtout dans la littérature criminologique, c'est pour garder les personnes détenues actives, donc remplir le temps de souffrance que la prison peut être, remplir le temps mort, s'assurer que les gens ne soient pas dans l'oisiveté, entre guillemets, qui est vue comme un peu la cause de tous les problèmes en prison, si on peut dire comme ça. Sinon, dans la littérature sur les loisirs, c'est souvent présenté comme une source d'agentivité. Donc, le sentiment d'être en charge de ta propre destinée, d'avoir la capacité à faire des choix, à choisir pour toi-même ce que tu fais. Donc, ces deux-là, dans le fond, ça pourrait réduire la souffrance vécue par les gens dans une prison très coercive. En ayant des loisirs, dans le fond, ça pourrait réduire cette souffrance-là. Alors que des loisirs plus conventionnels, comme ceux qui sont mis de l'avant dans les grilles actuarielles, par exemple, occuper ton temps de façon prosociale, entre guillemets, puis tout ça, ça serait plus en lien avec les missions de normativité de la prison, donc de réinsertion sociale. Et la même chose pour les loisirs sérieux, les loisirs où on investit beaucoup de temps puis beaucoup d'efforts pour se perfectionner dans quelque chose, ça pourrait être en lien avec les missions de normativité. Ensuite, si on regarde la littérature plus pratico-pratique sur les loisirs en prison, il y a énormément de littérature qui aborde les bienfaits des loisirs en prison et un petit peu aussi qui aborde les enjeux des loisirs en prison. Fait que moi, je regarde cette littérature-là, puis j'essaie encore de faire des liens avec les missions de la prison coercive puis normative. Donc, si on regarde au niveau individuel, il y a
énormément de littérature qui trouve des bienfaits physiques aux loisirs en prison, surtout les loisirs physiques comme sport, gym, etc. Donc, c'est sûr que si tu bouges beaucoup, par exemple, ça peut te donner plein d'énergie, puis, je sais pas, là, un meilleur regard sur l'avenir ou un regard plus positif sur l'avenir. Donc, tu sens moins que ton temps de détention, c'est un temps de souffrance, par exemple. Sinon, toutes les sortes de loisirs avaient des bienfaits psychologiques. Par exemple, se sentir mieux avec soi-même, augmenter l'estime de soi. Et ça encore là, ça pourrait réduire la coercitivité de la prison. Sinon, il y avait certaines autrices se sont particulièrement intéressées aux cérémonies autochtones traditionnelles qui se déroulent en prison. Puis, elles ont trouvé que ces cérémonies-là, justement en favorisant la reconnexion avec tes racines culturelles, ça permettait de résister à la punitivité de la prison, puis au fait en particulier que ce soit une punitivité, une façon de voir la punition très blanche et très coloniale. Sinon, il y a plein de loisirs de groupe, comme par exemple des cercles entre des femmes détenues et puis des femmes citoyennes pas détenues. Puis ça, ces loisirs-là avaient beaucoup de bienfaits relationnels, donc ça aide à, par exemple, travailler tes liens que tu as à l'extérieur de la prison et donc t'aider une fois que tu sors de prison à rebâtir des liens avec les communautés. Et donc ça augmenterait la normativité parce que ça favorise le retour en société. Sinon, divers loisirs avaient des bienfaits post-détention, comme tous les programmes d'éducation puis de travail, par exemple, ou les programmes pour travailler sur soi. Ça, c'est super en lien avec la mission de normativité parce que là encore, le but, c'est de t'aider à ressortir de prison et à être, entre guillemets, une personne prosociale. Par contre, certains des loisirs avaient des enjeux qui augmentaient la coercitivité. Donc, par exemple, des programmes qui sont supposés t'aider à travailler, je sais pas, le fait que tu as vécu beaucoup de victimisation, c'était vécu par, il y a plusieurs articles là-dessus, comment c'était vécu de façon très rigide, puis que ça aidait pas réellement à guérir, et donc ça rendait les femmes encore plus, elles se sentaient encore plus punies, en fait, à cause de tout ça. Sinon, des enjeux relationnels, par exemple, sortir d'un atelier de danse qui te fait super de bien, mais le personnel, après ça, agit de façon déshumanisante où tu te sens comme maltraité. Ça pourrait augmenter la coercitivité, encore là, de l'institution ou de l'expérience de détention, en fait. Maintenant, après le niveau individuel, il y a quand même, surtout la littérature en criminologie, abordait des bienfaits pour l'organisation, donc des bienfaits pour la prison elle-même d'avoir des loisirs en prison. Et ces bienfaits-là, il y en a plusieurs qui étaient en lien justement avec augmenter la coercitivité parce que le but, c'était favoriser le contrôle des personnes détenues. Donc, par exemple, en les gardant occupés, ce serait pour réduire les tensions ou les violences en prison. Donc, c'est une façon de mieux contrôler et ça, c'est directement en lien avec la coercitivité. Et même chose pour le maintien de l'ordre. Sinon, il y avait divers enjeux organisationnels qui, en fait, ce que j'avance, c'est que ça peut limiter comme l'efficacité des missions normatives en réduisant le degré de préparation pour le retour en société. Fait que si tu as accès t'as pas vraiment d'accès à des programmes ou des loisirs en prison à cause d'enjeux organisationnels, ça comme limite cette mission-là. Donc, des enjeux, par exemple, au niveau de la logistique puis les ressources. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas assez d'argent pour avoir des programmes puis des loisirs intéressants ou des matériaux intéressants, ben ça fonctionne plus ou moins. Sinon, au niveau de la circulation de l'information, il y a plusieurs études qui trouvaient des problèmes de communication
notamment parce que les personnes détenues, il y en a beaucoup plus qui sont analphabètes. Sinon, des problèmes de communication, par exemple, quand la prison, tout est juste en français, mettons, on va dire. C'était pas des études francophones, là, mais mettons que tout est juste en français, mais tout le monde qui parle pas français n'a pas accès aux informations qui portent sur les loisirs. Par exemple, les feuilles d'inscription, mettons. Euh, oups. Sinon, des enjeux organisationnels, il y a par exemple la surpopulation. Donc, dans les prisons, il y avait beaucoup de femmes détenues et pas beaucoup de personnel. Ben, il y avait moins d'efforts consacrés aux loisirs parce que j'imagine que les personnes qui travaillaient là étaient comme débordées, je sais pas, là, je me souviens plus, pour être honnête. Et sinon, d'autres enjeux, c'est au niveau de l'exclusion sociale. Donc, il y a beaucoup d'études quand même qui trouvaient que les femmes avaient en général moins d'accès aux loisirs que les hommes en prison. Sinon, il y avait des enjeux au niveau de l'âge. Sinon, les personnes racisées avaient moins d'accès aussi. Les personnes qui avaient des antécédents criminels lourds avaient moins souvent l'accès aux loisirs. Donc, ça fait le tour pour les enjeux au niveau organisationnel. Puis enfin, il y a des enjeux au niveau sociétal. Donc, en fait, ça, c'est des... Je pense que j'en ai parlé un petit peu au début, mais quand on parlait de certains loisirs peuvent être négatifs dans le sens reproduire des formes de contrôle social, ça se trouve en particulier au niveau du genre. Donc, il y avait quand même plusieurs études qui parlaient du fait que les loisirs en prison étaient très souvent stéréotypiques. Donc, c'est comme si ça dépendait de... Je vais faire attention comment je formule ça, là, mais comme si les femmes pouvaient juste aimer une sorte d'affaires et donc c'est juste cette sorte d'affaires-là qui est offerte, par exemple des choses artistiques, mettons. Mais c'est sûr que si, si la seule chose offerte, c'est des loisirs qui dépendent de stéréotypes de genre, ça, on peut mettre ça en lien avec la normativité de l'institution. Ça veut dire que c'est pas juste créer des bons citoyens, entre guillemets, c'est créer des femmes qui agissent comme on voudrait que des femmes agissent. Donc, c'est à ce niveau-là l'enjeu. Puis, celles qui se retrouvent pas vraiment là-dedans ou qui n'aiment pas trop ça, ben, c'est comme si elles vivaient plus de coercitivité aussi dans ce contexte-là. Sinon, il y avait des enjeux structurels aussi au niveau de la racisation qui étaient notés. Donc, par exemple, dans un des articles, les personnes en prison s'étaient soulevées que toutes les décisions qui étaient prises, même dans les choix de loisirs, c'était pris en... ces décisions-là étaient prises en fonction de sa propre racisation, puis en fait, celle des autres, puis comment ça pouvait impacter la survie. Par exemple, je ne vais pas aller, je sais pas, jouer à tel sport avec tel groupe parce que c'est pas mon propre groupe ethnique ou je sais plus, là, je me souviens plus, ça fait longtemps. J'en ai quand même lu une centaine pour cet article-là. Fait que c'était dans ce sens-là, puis là aussi, ça peut augmenter normativité et coercitivité. Puis enfin, le dernier enjeu structurel, c'est au niveau du colonialisme. Donc, historiquement, au Canada, la loi sur les Indiens, ça a été utilisé pour bannir plein de pratiques spirituelles et traditionnelles autochtones, comme les potlatch, par exemple, les tentes-à-suris. Puis, ça a été banni et sujet à punition. Donc, par exemple, tu pouvais être incarcéré pour ça. Donc, il y a un long historique à ce niveau-là. Puis, certaines études notent que même s'il y a un retour de certaines pratiques traditionnelles autochtones en prison, parfois elles sont dénaturées à des fins thérapeutiques ou politiques. Et c'est comme si elles ne remplissent pas leur vrai but initial. Donc, j'arrive à la section discussion de l'article, puis après ça, on va avoir la période de discussion elle-même. Dans le fond,
la plupart de la littérature, là, la centaine d'articles que j'ai lus, comme j'ai dit, l'emphase est placée sur les bienfaits des loisirs en prison pour les femmes, que ce soit au niveau du bien-être psychologique ou physique. Fait que ce qu'on peut extrapoler de tout ça, c'est que les problèmes d'accès aux loisirs en prison, on peut se demander en fait, est-ce que c'est parce que l'organisation elle-même place pas vraiment l'emphase sur le bien-être des personnes détenues? Puis ça aurait du sens si on considère les missions normatives et coercitives. Donc, dans les prisons coercitives, le but, c'est juste même pas le bien-être. Puis dans les prisons normatives, tout ce qui favorise le bien-être, par exemple des conditions de détention plus humaines, c'est plus pour, dans une idée de favoriser l'adoption des normes sociales conventionnelles. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que favoriser le bien-être des personnes incarcérées à travers les loisirs, ça se produit seulement si ou quand ça sert les missions de l'organisation. Donc, si les missions, c'est maintenir l'ordre interne ou protéger la société en produisant des individus conventionnels, ça se peut qu'il y ait plus ou moins d'accès aux loisirs en raison de tout ça. Donc, les implications pour les chercheurs, il y a plein d'autres études empiriques sur les loisirs en prison à faire et c'est ce que je poursuis dans ma thèse. Donc, mieux creuser ces liens-là puis avoir comme des résultats empiriques, c'est sûr. Puis, pour les praticiens, praticiennes, en fait, il faut se demander si on veut améliorer les loisirs en prison. Donc, oups, j'ai cliqué une fois de trop. Si on veut améliorer les loisirs en prison, ça veut dire que ça implique qu'il faudrait convaincre l'organisation du bien fondé de ces loisirs, vu les missions de l'organisation. Mais est-ce que c'est désirable de faire ça? Est-ce que c'est une bonne idée, en fait, de pousser pour des loisirs qui encouragent les gens à être plus normatifs ou en fait, est-ce que c'est une bonne idée de mettre les ressources à ce niveau-là? C'est une question que je lance comme ça. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Si vous voulez en savoir plus sur mes travaux ou d'autres vidéos et des conférences où je bégaye moins que dans celle-ci, vous pouvez aller sur mon site web.